Bonsoir à tous, merci pour être venus à cette séance de clôture du séminaire Ralentir Travaux de l'école éthique de la Salpêtrière. Donc séminaire qui a lieu une fois par mois et qui rencontre des travaux de l'école, des étudiants, des enseignants. Je remercie une fois de plus Cynthia Fleury pour son accueil, Virgile qui nous accompagne à la technique tout le long de l'année. Et puis je remercie aussi tous les orateurs de l'année. Je rappelle qui nous avons invité cette année. On avait droit le 6 novembre à Émile Quenemonnier qui nous a parlé de son ouvrage Maladie paranormale et rationalité. Une vision qui nous permettait de nous décentrer par rapport à notre conception de la médecine dite occidentale. Le 11 décembre, on a eu Patrick Sureau pour son livre Relations de soins et handicap. Le 8 janvier, Véronique Lefebvre-Desnouettes, ici présente, à propos de son ouvrage Alzheimer, l'éthique à l'écoute des petites perceptions. Le 12 février, c'était Charles Jousselin pour Se plaindre de douleur. Le 12 mars, Isabelle Blondiot, La littérature peut-elle soigner? Et enfin, le 9 avril, Florence Verquin nous avait parlé d'un ouvrage qui est un roman, donc pas un essai comme les ouvrages dont on a parlé jusque-là, un récit intitulé « Histoire d'une souffrance ordinaire ». Vous pouvez évidemment retrouver tous ces épisodes sur YouTube. Merci d'être de plus en plus nombreux à les regarder sur YouTube. Sachez aussi que nous existons en chair et en os et que là, actuellement, nous sommes à l'hôpital Cochin, dans l'amphithéâtre Jean-Pierre Luton. Et donc, n'hésitez pas à venir le mardi de 18h à 20h, une fois par mois. Ce soir, eh bien, j'ai l'honneur de clôturer ce séminaire. Je suis venu pour vous parler de cet ouvrage auquel j'ai collaboré, qui s'appelle « Penser l'humain vulnérable » aux presses universitaires de Rennes. Penser l'humain vulnérable, sous la direction de David Jousset, Jean-Michel Bols et Jean Jouan. Donc il y a beaucoup d'auteurs de valeur, Robert William Higgins, qui en fait partie, Frédéric Worms, Michela Marzano et bien d'autres. Je me suis attelé à la tâche de parler d'une anthropologie philosophique en lien avec la vulnérabilité. C'était le thème de mon chapitre, anthropologie philosophique et vulnérabilité. Et je vais commencer par un texte qui est tiré du roman de Claude Simon, Histoire, un roman du nouveau roman paru en 1967. Chacun s'inclinant, la complimentant, feignant d'ignorer le visage aux pommettes artificiellement rougies, qui paraissait jour après jour non pas s'amaigrir, mais se muer en une sorte d'objet coupant, comme si tout ce qui se trouvait de part et d'autre de l'arête du nez était peu à peu raboté, repoussé en arrière, au point qu'il semblait n'en devoir plus subsister à la fin qu'un profil aussi mince, aussi dépourvu d'épaisseur et d'existence qu'une feuille de papier, commençant déjà à prendre, avec ses pommettes saillantes avivées de rouge, par une suprême coquetterie, ou plutôt un suprême et orgueilleux défi, cette consistance de matière insensible, ou plutôt rendue insensible à force de souffrance, quelque chose comme du cuir, ou encore ce carton bouilli des masques de carnaval, polichinelle à l'aspect terrifiant et risible, sous le coup d'un irrémédiable outrage, d'une irrémédiable blessure, et elle, ou ce qui restait d'elle, retranchée derrière, comme ce type que je devais voir plus tard, promener d'une baraque de prisonniers à l'autre, tenu en laisse par deux nègres, une brique pendue à l'aide de fils de fer sur sa poitrine, avec l'écriteau « J'ai volé le pain de mes camarades », et non pas un visage humain, mais une chose, ce même masque grotesque, fardé de violentes couleurs par les coups gluants de crachats impassibles, au-delà de toute souffrance et de toute humiliation, lui marchant, pour ainsi dire, derrière la protection de ce visage
qui ne lui appartenaient plus, non, pas même ahuris comme ceux illuminés de rouge des clowns ou des ivrognes, mais somnambuliques, parfaitement figés, vidés, ou plutôt désertés par toute vie, ce qui avait été au départ peur, humiliation et honte, n'ayant cessé peu à peu de s'amenuiser depuis le premier crachat, la première gifle, jusqu'au point sans doute où il faut choisir entre la fuite et la folie, et en apparence donc le visage, aussi insensible que du bois, et sans doute pour les mains qui le frappaient d'un contact aussi décevant, mais lui en réalité provisoirement ou définitivement mort ou fou. Alors si vous avez été un peu perdu à la lecture de ce texte, cela ne doit pas vous inquiéter parce que c'est un texte où il n'y a aucune ponctuation et qui passe insensiblement d'une situation à une autre, d'un visage d'une femme qui aurait le cancer à celui d'un homme torturé. Donc là, on a affaire à un texte de l'ordre de la littérature, et la littérature n'est pas la philosophie. La littérature n'est pas la philosophie parce que la philosophie se doit de chercher les distinctions, la clarté, ne pas mélanger ce qui n'est pas comparable. Pour un philosophe, comparaison n'est pas toujours raison. Et on peut se demander ici ce qu'il y a de commun entre le visage d'une femme atteinte d'un cancer dans les derniers mois de sa vie et le visage d'un homme torturé par d'autres hommes. Donc dans ce roman de Claude Simon, du début à la fin du roman, il y a presque aucune ponctuation, pas de point pour terminer les phrases, peu de virgules, donc c'est à la lecture qu'on se rend compte que les choses se mêlent les unes aux autres, et on voit, comme je l'ai dit, on passe du visage de la mère du narrateur, cette femme dont il parle, c'est sa mère, à celui du prisonnier torturé, et cela sans transition. Nous sommes donc dans quelque chose qui serait de l'ordre des associations d'idées. On passe du souvenir d'un visage au souvenir d'un autre visage. Alors, visage, quand on parle de visage, vous avez dit visage, on peut penser à Lévinas et à cette vulnérabilité du visage que Lévinas conceptualise. Claude Simon écrit ce texte en 1967. Peut-être qu'il a eu vent de Totalité infinie, qui est la thèse de Lévinas, publiée en 1961, mais peut-être pas. Chez Lévinas, en tout cas, le visage est pensé comme l'intouchable. Ici, le visage a été touché. Il a été blessé, et peut-être même plus dans le cas de cet homme torturé jusqu'à la raideur. Je relis le passage, qui est difficile. Non pas un visage humain, mais une chose, ce même masque grotesque fardé de violentes couleurs, par les coups gluants de crachats impassibles, au-delà de toute souffrance et de toute humiliation, lui marchant, pour ainsi dire, derrière la protection de ce visage qui ne lui appartenait plus, non pas même ahuri, comme ceux illuminés de rouge des clowns ou des ivrognes, mais somnambulique, parfaitement figé, vidé, ou plutôt déserté par toute vie, ce qui avait été au départ peur, humiliation et honte, n'ayant cessé peu à peu de s'amenuiser, depuis le premier crachat, la première gifle, jusqu'au point sans doute où il faut choisir entre la fuite et la folie, et en apparence donc, le visage, aussi insensible que du bois, et sans doute pour les mains qui le frappaient d'un contact aussi décevant, mais lui en réalité provisoirement ou définitivement mort ou fou. Ce texte nous fait vraiment toucher du doigt la vulnérabilité du visage, et par-delà celle-ci, la vulnérabilité spécifique de l'homme. Notre présent travail voudrait se ranger sous la bannière de ce que l'on peut appeler une anthropologie philosophique. Il revendique en effet qu'il y a chez tout homme des invariants, une figure qui, à défaut de se repérer comme une essence intemporelle, peut se repérer négativement quand est attaqué d'une manière ou d'une autre, ce qui est fondamental à l'homme.
Prendre au sérieux une anthropologie philosophique, c'est considérer que par-delà les relativismes qui ont d'ordre culturel, il y aurait une forme de l'homme dont il faut prendre soin. Et là encore, nous rencontrons la vulnérabilité humaine. On se rappelle qu'étymologiquement, vulnérabilité nous vient de vulnus vulneris en latin, qui veut dire la blessure. Et là, on peut s'interroger, est-ce que nous parlons d'une personne susceptible d'être blessée et qui ne l'est pas encore, ou d'une personne déjà blessée par la vie? On peut se poser la même question avec le vocable de fragilité, où il y a des analogies. La personne fragile sera celle qui arrive à un âge ou à une situation physique où elle sera davantage susceptible d'un accident définitivement invalidant. De la même façon, la personne vulnérable serait dans une situation où elle est davantage que les autres susceptible d'être blessée. Commençons avec le concept, on va avoir quelques gros mots puisqu'on fait de la philosophie, on va parler du concept de vulnérabilité ontologique. Vulnérabilité ontologique de l'homme, c'est-à-dire qui est constitutive de l'homme, ce qui est une autre manière de dire que l'homme est susceptible d'être blessé comme aucun autre animal ne pourrait l'être. Première partie, donc, vulnérabilité ontologique de l'homme. L'homme est l'animal plus nu que les autres. Les médias auraient au fait de considérer, et d'autant plus dans la période actuelle, de considérer que nombre de bêtes appartiennent à des espèces bien plus vulnérables que celles de l'homme. Ce sont les espèces que l'on dit en voie de disparition. Et l'homme appartiendrait à l'espèce qui a la maîtrise de leur destinée. La destinée des baleines, la destinée du thon, la destinée de l'éléphant, etc. Mais il s'agit ici de bien distinguer entre une vulnérabilité empirique, issue de rapports de force contingents, qui fait qu'effectivement, une espèce animale peut disparaître bien avant celle de l'homme. Donc de rapports de force contingents et une vulnérabilité empirique et une vulnérabilité ontologique. Ontologique, c'est-à-dire qui constitue intrinsèquement cette espèce. L'homme est l'animal qui n'a pas de carapace naturelle. Alors on va rappeler le mythe raconté par Protagoras dans un dialogue du même nom écrit par Platon. Vous avez un personnage qui est Épiméthée et qui a reçu la charge de distribuer aux animaux qui viennent d'être créés par les dieux des qualités pour qu'ils puissent survivre. Je lis Platon, donc le Protagoras. Il dotait, c'est-à-dire Épiméthée, il dotait les uns de force sans vitesse et donnait la vitesse aux plus faibles. Il armait les uns, et pour ceux qu'il dotait d'une nature sans armes, il leur ménageait une autre capacité de survie. Il les recouvrit de pelage dense et de peau épaisse, protection suffisante pour l'hiver. Mais le problème d'Épiméthée, c'est qu'il a dépensé sans compter les qualités qui étaient à distribuer. Et donc restait encore la race humaine qui n'avait rien reçu. Prométhée, qui est le frère d'Épiméthée, arrive pour inspecter la répartition et il voit tous les vivants harmonieusement pourvus en tout, mais l'homme nu, sans chaussures, sans couverture, sans armes. Alors bien sûr, le mythe va nous préciser qu'en compensation, Prométhée va essayer de rattraper l'erreur de son frère et qu'il obtiendra pour l'homme le savoir technique ainsi que le feu, ce qui engendrera ensuite la punition de Zeus qui fera que Prométhée est un traître qui a donné le feu aux hommes ainsi que le savoir technique. Mais restons sur la base de l'histoire qui nous dit que l'homme est décrit comme nu, plus nu que le moindre animal. L'homme est pensé ontologiquement comme un être vulnérable, un être qui, contrairement à la bête, a conscience d'avoir à mourir un jour. On pourra nous raconter beaucoup de choses sur les animaux,
Mais cette conscience relativement claire qui nous vient d'avoir à mourir un jour n'est pas l'apanage de ces espèces animales qui ont bien le droit d'exister également, mais il y a une distinction à faire ici. Et donc, c'est en cela qu'il y a une spécificité, une vulnérabilité particulière de l'homme. Un être qui a conscience d'avoir à mourir un jour, et deuxièmement, un homme qui doit se poser la question du sens de son existence. Un escargot ne se pose pas la question du sens de son existence, ça lui retire des soucis le soir avant de s'endormir. L'identité de tout homme, au contraire, est une construction difficile qui est toujours susceptible de remise en question. D'un homme au succès social patent, à la parfaite plastique hollywoodienne, la vulnérabilité pourra faire un individu qui se suicide. Et on ne voit pas ça chez les bêtes. Il n'y a pas de Romy Schneider chez les antilopes. Donc, vulnérabilité ontologique de l'homme. Le visage de l'homme comme concept de sa vulnérabilité. Là, on va retrouver Lévinas, donc en 1961, avec Totalité et Infini. Lévinas va déployer ce concept du visage. Il théorise ce qui fait se rejoindre la vulnérabilité intrinsèque de tout homme avec sa manifestation à l'autre. Je cite Lévinas, « La manière dont se présente l'autre, dépassant l'idée de l'autre en moi, nous l'appelons visage. Cette façon ne consiste pas à figurer comme thème sous mon regard, à s'étaler comme un ensemble de qualités formant une image. Le visage d'autrui détruit à tout moment et déborde l'image plastique qu'il me laisse. Il ne se manifeste pas par ses qualités, il s'exprime. Le visage, contre l'ontologie contemporaine, apporte une notion de vérité qui est une expression. » Voilà, insistance de Lévinas sur quelque chose qui n'est pas théorisable, mais qui s'exprime. Ce que Lévinas appelle le visage ne se réduit pas aux caractéristiques simplement physiques d'un visage humain. Caractéristiques que l'on pourrait décomposer médicalement, dans le cadre d'une science cognitive. Le visage, pour Lévinas, en termes de concept, c'est avant tout cela la source du sens. C'est par le visage que je fais sens à autrui. Mais c'est aussi par le visage que je donne prise à autrui, que je ne peux pas me cacher, que je suis fondamentalement nu, vulnérable. Je continue avec Lévinas. Il y a d'abord la droiture même du visage. Alors là, c'est dans Éthique et Infini. Distinguez bien Totalité et Infini, qui est un des ouvrages majeurs de Lévinas, 1961, et Éthique et Infini, qui est un petit ouvrage d'échange radiophonique, un dialogue avec Philippe Nemo, qui est très accessible, mais qui n'est pas l'œuvre Totalité Infinie. Donc Éthique et Infini, et dans Éthique et Infini, je reprends Lévinas, il y a d'abord la droiture même du visage, son exposition droite, sans défense. La peau du visage est celle qui reste la plus nue, la plus dénuée, bien que d'une nudité décente. La plus dénuée aussi, il y a dans le visage une pauvreté essentielle. La preuve en est qu'on essaie de masquer cette pauvreté en se donnant des poses, une contenance. Le visage est exposé, menacé, comme nous invitant à un acte de violence. En même temps, le visage est ce qui nous interdit de tuer. Donc, Lévinas, qui est très nourri de textes bibliques, et n'est pas sans se souvenir de cet interdit biblique, l'interdit de tuer face au visage de l'homme. Lorsque je pense réellement ce qui est en jeu avec le visage de l'autre, je ne peux pas le tuer. Il manifeste ce que Lévinas appellera par ailleurs l'inviolabilité éthique d'autrui. L'inviolabilité éthique d'autrui. À travers la rencontre d'autrui, j'expérimente quelque chose qui est de l'ordre de l'infini.
Un infini parce que l'autre dépassera toujours ce en quoi je pourrais vouloir le réduire. Bien sûr, il y a empiriquement des hommes qui tuent d'autres hommes et qui peuvent le faire en atteignant leur visage physique. Le texte de Claude Simon, que j'ai lu en introduction, évoque bien, dans sa seconde partie, un prisonnier dont le visage a subi les derniers outrages. Mais dans cette destruction, il y a un oubli et une illusion. Oubli de ce que représente réellement autrui, cette présence inattendue d'un infini au cœur même de ma vie, et illusion, car je crois pouvoir contenir définitivement autrui par mon pouvoir, alors qu'il m'échappera toujours dans son altérité, et que le meurtrier ne se retrouvera qu'avec une enveloppe corporelle décevante. Claude Simon parle bien de ce visage devenu aussi insensible que du bois et d'un contact décevant pour les mains qui le frappent. Cet infini, en nouveau texte de Lévinas, cet infini plus fort que le meurtre nous résiste déjà dans son visage, est son visage, est l'expression originelle, est le premier mot « tu ne commettras pas de meurtre ». L'infini paralyse le pouvoir par sa résistance infinie au meurtre qui, dure et insurmontable, lui dans le visage d'autrui, dans la nudité totale de ses yeux, sans défense, dans la nudité de l'ouverture absolue du transcendant. Il y a là une relation non pas avec une résistance très grande, mais avec quelque chose d'absolument autre, la résistance de ce qui n'a pas de résistance, la résistance éthique. Donc au cœur de cette vulnérabilité du visage, Lévinas découvre l'amorce de l'éthique. L'interdit éthique que manifeste le visage d'autrui repose sur le paradoxe de la plus grande nudité, de la plus grande vulnérabilité qui se renverse en la mise en question de toute puissance possible, qui se renverse dans la mise en question de mon pouvoir de pouvoir, dirait Lévinas. Je suis remis en question dans mon être de pure jouissance qui ne semble plus me satisfaire comme fondement. Autrui est entré dans ma vie, comme par effraction, et plus rien ne sera comme avant. Lévinas nous le dit encore, l'infini se présente comme visage dans la résistance éthique qui paralyse mes pouvoirs et se lève dur et absolu du fond des yeux, sans défense, dans sa dignité et sa misère. La compréhension de cette misère et de cette fin instaure la proximité même de l'autre. La proximité de l'autre est donc quand même possible et son besoin devient ma loi. Avant de poursuivre par des illustrations de vulnérabilité spécifiques que sont le handicap, l'avancée en âge, nous allons passer à l'exploration d'une distinction lexicale et conceptuelle entre les termes de vulnérabilité et de fragilité. Deuxième partie, fragilité ou vulnérabilité. Quand il s'agit de clarifier une distinction, comme celle qu'il y a entre vulnérabilité et fragilité, on se trouve devant une difficulté classique de la langue. En effet, fragile et vulnérable peuvent sembler synonymes, dans le langage courant en tout cas. Le patient à qui l'on découvre un cancer serait un peu faible, donc un peu fragile, donc un peu vulnérable. On a affaire ici à une approximation, mais elle est largement usitée. La langue, c'est quelque chose qui ne s'use que si on ne l'utilise pas. C'est ce qui est arrivé d'ailleurs au latin, qui est maintenant une langue morte. Quand les gens parlent une langue, ils la font vivre, ils prennent les mots qu'ils trouvent, ils les utilisent parfois mal, mais quand tout le monde fait un mauvais usage d'un mot ou d'une expression dans une langue vivante, cela devient le bon usage. Je sais, par exemple, qu'étymologiquement, l'adjectif morbide
n'a rien à voir avec la mort. Étymologiquement, ça vient de morbus en latin, qui veut dire la maladie. Mais comme tout le monde l'emploie comme synonyme de macabre, quand il y a un contexte de mort-vivant, on dira « ah, c'est morbide », quand on verra une scène avec des cadavres, on dira « ah, c'est morbide », eh bien, le fait que les gens l'utilisent est avalisé progressivement dans la langue. Donc les érudits pourront dire « ah non, mais attention, morbide, ça ne veut pas dire macabre, ça veut dire maladif », si on est précis par rapport à l'étymologie. Et il se trouve que c'est la langue qui progressivement prend l'avantage, la langue du plus grand nombre. Et donc par rapport à la distinction entre vulnérabilité et fragilité, on peut s'interroger, est-ce que nous devons dire ce que signifient étymologiquement ces mots ou relater la façon dont les hommes les utilisent aujourd'hui? Alors, il faudra faire un peu des deux, évidemment, et l'expliquer. Et puis s'ajoute à cela le fait que les hommes se regroupent en chapelles intellectuelles, scientifiques, et du coup peuvent développer un jargon qui leur est propre. Et dans ce cas, certains mots qui, dans le langage courant, ont un certain sens, vont être pris avec un sens plus technique dans telle ou telle confrérie. Ce sera vrai en poésie, en philosophie, en droit, en gériatrie, où les mots de fragilité et de vulnérabilité n'auront pas le même sens. Et là encore, nous avons à en rendre compte. Vulnérabilité, donc je commencerai par aller du côté d'abord empiriquement, de remarquer que la vulnérabilité reste abstraite en tant qu'universelle. Et dans les faits, il y a une gradation dans la vulnérabilité. Comme le disait déjà Sénèque dans son ouvrage « De la colère », tous les hommes ne sont pas vulnérables de la même façon. Aussi faut-il connaître leurs points faibles pour les protéger. Tous les hommes ne sont pas vulnérables de la même façon. Donc ici, on ne parle plus de cette vulnérabilité ontologique, mais d'une vulnérabilité plus empirique, et auquel cas il y a une gradation dans la vulnérabilité. Vulnérable, le parent l'est en général moins que l'enfant, le malade l'est plus que le médecin, le gardien de prison l'est moins que l'homme en prison. Donc nous sommes tous vulnérables, tous fragiles, mais pas au même moment, pas dans les mêmes proportions. On a même un travail pédagogique aux États-Unis pour changer le regard sur le handicap, et on veut essayer de universaliser plutôt cette expérience de vulnérabilité et de fragilité, au point que on voit se développer des expressions comme les personnes pas encore handicapées. Nous sommes, si nous avons de la chance, des personnes pas encore handicapées, not yet disabled. Ils utilisent l'acronyme NYD, not yet disabled. Également, nous pouvons être des corps temporairement valides. Nous sommes des corps temporairement valides, temporary able-bodied, avec l'acronyme TAB, temporary able-bodied. Donc nous ne sommes pas encore handicapés. Alors ça peut nous faire sourire, mais cette réflexion vise à nuancer la notion de vulnérabilité pour ne pas catégoriser des groupes vulnérables, comme on le voit tant dans les discours de politique publique, puisque nous sommes tous susceptibles de tomber un jour dans la catégorie indiquée. Nous sommes tous des pas encore handicapés et des temporairement valides pour ceux qui ont de la chance. Nous sommes tous vulnérables, mais pas au même moment. Ici, je vais évoquer le milieu de la réanimation, qui est particulièrement propice à certains types de vulnérabilité, avec son risque de mort immédiate, comme aux urgences et au SAMU, mais aussi avec un risque prolongé de mort. Il apparaît donc cette vulnérabilité massive de l'homme, vulnérabilité devant notre condition mortelle, avoir à mourir en propre, et pour les familles et les soignants, voir mourir l'autre. Le soignant y est confronté à la vulnérabilité des patients, des proches, des personnels de l'équipe et de lui-même. Vulnérabilité du patient en réanimation. Tout d'abord,
L'admission en réanimation, c'est un événement imprévu pour le patient, qui se trouve donc dans un contexte de détresse spécifique. La vulnérabilité peut cependant être antérieure à l'intervention médicale si le patient arrive avec des problèmes chroniques. Mais elle peut aussi lui être liée dans le cas des maladies nosocomiales, maladies donc contractées en ayant fait un séjour à l'hôpital, dans le cas de l'exploration du corps par des méthodes invasives, dans le cas d'une récupération post-opératoire qui se fait mal. Les méthodes de suppléance des défaillances vitales, la ventilation mécanique, l'épuration extra-rénale, sont une atteinte à l'intégrité physique du patient et ont pour effet une agression du corps, source de complications et d'effets secondaires. L'affaiblissement des défenses immunitaires augmente la vulnérabilité aux maladies nosocomiales dont je viens de parler. Le respirateur ou le rein artificiel, ce sont déjà des atteintes impressionnantes à la vie normale et le réanimateur ne doit pas l'oublier. Le moral est sévèrement atteint. La vulnérabilité peut être liée à des données psychologiques, atteinte de l'intime, le simple examen clinique, l'imagerie médicale, l'angoisse de la mort, une solitude devant la difficulté à communiquer, même quand les proches viennent, parce que cette difficulté peut apparaître avec l'intubation. Il y a une vulnérabilité devant l'incontinence nouvelle ou révélée d'un patient âgé, inquiétude également à envisager la sortie du service de réanimation. Des décisions graves peuvent être prises pour le patient quand il n'est pas capable de les prendre, quand il n'est pas capable de les accepter, par perte de sa capacité de discernement, une situation de coma. Donc là, on peut avoir une vulnérabilité juridique. Ne plus être un soi auteur de ces actes, c'est une vulnérabilité qui, dans le champ du juridique, amène à être un majeur protégé sous tutelle ou curatelle. Éthiquement, il est demandé aux soignants de ne pas profiter de cette situation de vulnérabilité pour imposer au patient un traitement qu'il aurait refusé autrement. Il faut prendre le temps qu'il comprenne les enjeux. Vulnérabilité des proches. C'est une autre vulnérabilité qui s'invite en réanimation, celle de la famille, des proches. Ils vivent éventuellement le choc d'avoir à envisager la mort de leurs proches devenus patients, avec l'incertitude de l'issue qui augmente la vulnérabilité psychologique de l'entourage. Quand la situation d'incertitude se prolonge, il y a des situations financières qui peuvent être délicates, situations du conjoint ou des enfants, avec une impossibilité juridique de prendre des décisions importantes qui pouvaient être pourtant prévues. La négociation sera parfois conflictuelle avec une famille qui doit parfois être maintenue à distance. Et puis, une vulnérabilité qu'on oublie souvent, c'est la vulnérabilité du soignant lui-même. On peut se focaliser sur le patient et ses proches qui subissent l'opération, mais la tâche aveugle de l'éthique est bien souvent celle du soignant lui-même. Accompagner des familles qui peuvent extérioriser leurs émotions par l'agressivité, avoir l'obligation répétée de la performance sous peine de mort du patient, être exposé au décès de nombreux patients, à l'absurdité et l'injustice de la mort, tout cela ne peut pas ne pas laisser des traces. Beaucoup de médecins travaillant en réanimation sont en état d'épuisement professionnel. Les autres membres de l'équipe ne sont souvent pas mieux lotis. Et ici, une circulation de la parole avec une vraie écoute sont indispensables, mais ce n'est pas toujours dans les habitudes d'un service. Nous avons commencé avec le vocable de vulnérabilité, notamment dans ce cas de la réanimation, mais qu'en est-il de la fragilité ? On l'a dit, dans le langage courant, ils sont souvent pris pour synonymes. Nous allons voir, notamment en gériatrie, un usage spécifique du mot fragilité. Donc, deuxième point, tous fragiles, le concept de fragilité gériatrique. Mais avant d'en arriver à ce concept de fragilité gériatrique, intéressons-nous encore à la langue, à l'histoire de la langue. Le terme de fragilité n'existe pas comme tel dans la langue grecque. On y trouve la faiblesse, mais ce sont les latins qui introduisent ce concept. La fragilité apparaît chez les latins comme possibilité de se briser. Possibilité de se briser, parfois d'un coup,
de manière imprévisible. On va voir cette thématique de la fêlure invisible dans des textes de saint Augustin. Saint Augustin, donc, dans le bois, avant qu'il ne soit fendu, est présente la fragilité. Et il ne pourrait d'aucune façon être fendu si elle n'était en lui, et ce n'est pas parce qu'aucun bûcheron ne se présente que le bois cesse d'être fragile. Ici, on a la métaphore du bois. On se rappellera peut-être, en tout cas ceux qui ont un savoir psychanalytique, se rappelleront que chez Freud, on a cette métaphore qui est celle du cristal qui se brise. C'est dans sa nouvelle suite des conférences d'introduction à la psychanalyse, la 31e, qui traite de la décomposition de la personnalité psychique. Il parle de la tripartition du moi, du ça et du surmoi. Et pour évoquer l'articulation de la personnalité dans la folie, Freud a ce texte bien connu. Si nous jetons un cristal par terre, il se brise, mais pas arbitrairement. Il se casse alors suivant ses plans de clivage en des morceaux dont la délimitation, bien qu'invisible, était cependant déterminée à l'avance par la structure du cristal. De telles structures fissurées et éclatées, c'est aussi ce que sont les malades mentaux. Voilà ce que nous dit Freud dans cette nouvelle suite des conférences d'introduction à la psychanalyse. Si on reprend avec saint Augustin, on a non pas un cristal, mais un vase en verre, et saint Augustin remarque qu'il était fragile, que le vase en verre est fragile, mais moins qu'un être humain. Je cite saint Augustin, et pourtant le vase se conserve, même si, certes, on s'inquiète pour lui d'accident, il n'y a pas lieu de s'inquiéter pour lui de la vieillesse ni de la fièvre. Nous sommes donc, nous, plus fragiles et plus faibles, du fait aussi de tous les malheurs qui ne cessent pas dans l'ordre humain. Et même s'il n'arrive pas de malheur, le temps continue d'avancer. Donc on voit que saint Augustin envisage la fragilité sous un angle qui n'est pas celui de la stricte fragilité physique. Parce que considérer qu'un homme peut être plus fragile qu'un vase de verre, c'est quand même un peu fort de café. C'est bien parce qu'il envisage autre chose que la fragilité physique. Il envisage donc la fièvre, la maladie, certes, mais qui nous viennent de l'extérieur, mais aussi avec la vieillesse qui inexorablement nous viendrait de l'intérieur. Mais ce sont les fragilités morales qui sont ici entrevues par saint Augustin, les malheurs spécifiques à l'ordre humain. Pour une personne, il suffit parfois d'une phrase maladroite, d'un geste, d'une rupture pour qu'elle soit dite brisée. On observe donc que saint Augustin use du terme de fragilité dans un sens qui est proche du concept de vulnérabilité. Alors on peut vouloir faire une différenciation aujourd'hui en disant que la fragilité correspondrait à la vulnérabilité corporelle d'un organisme. Ce serait donc un cas particulier de vulnérabilité, celle qui ne relève que de l'aspect physique. La fragilité ressemble à la vulnérabilité en tant que les deux nous parlent de potentialité structurelle d'être atteint, mais dans la vulnérabilité, il s'agit d'un être vivant et de la possibilité permanente d'être atteint par une blessure infligée par quelque chose d'extérieur. Dans ce cas-là, un animal isolé pourra lui-même être dit vulnérable. Alors que la fragilité pourrait correspondre à un être inerte ou vivant dont la possibilité permanente d'être atteint est intérieure, même si l'extérieur peut en fournir l'occasion. Et on parlera ici par exemple d'un œuf qui sera dit fragile. Un œuf peut être dit fragile, un animal peut être dit vulnérable. Est fragile ce qui peut se briser. La fragilité, c'est la précarité du vivant. Mais l'humain est un vivant particulier, on l'a dit, car ce qu'il vit est redoublé par sa pensée, par son imagination. Quelque chose qui fait un mal physique relativement limité peut provoquer un grand mal moral. Mais passons maintenant à ce concept de gériatrique de fragilité. Concept gériatrique de fragilité.
ce terme de fragilité, c'est un concept proposé par la gériatrie américaine dans les années 80. On a parlé des personnes fragiles, en anglais frail elderly. On peut remarquer déjà l'euphonie du terme, dans frail, on sent comme une feuille un peu racornie dans laquelle le vent soufflerait. Frail elderly, les personnes fragiles. Et donc dans les années 80, on parlait des personnes ayant ici des incapacités. Et c'est dans un second temps que l'on a commencé à aller en amont de ces situations pour parler de personnes qui n'ont pas encore d'incapacité, mais que l'on suspecte de pouvoir en déclarer facilement. La personne fragile sera celle qui arrive à un âge ou à une situation physique où elle sera davantage susceptible d'un accident définitivement invalidant. Il y a risque d'épuisement de ses ressources vives, une fragilisation temporaire serait mesurable, fragilité est entendue ici comme risque de perdre son intégrité. L'état de fragilité affecterait la résilience d'une personne à préserver un équilibre avec son environnement ou à le rétablir suite à des événements perturbateurs. La personne fragile est définie comme personne en équilibre médico-social, un équilibre médico-social qui est précaire, équilibre qui peut être rompu par tout événement inattendu, que ce soit un événement physique ou moral. Alors l'isolement géographique peut faire basculer la situation, exemple d'une femme qui perd son mari alors qu'il était le seul conducteur du couple. Un isolement social, ça peut être aussi une surdité non appareillée. De ce fait, la politique publique s'est donné comme objectif majeur la prévention des pertes d'autonomie. Sur la plaquette d'un congrès parisien international de gériatrie sur la fragilité du sujet âgé, il est dit que l'évaluation de la fragilité permet de cibler une population âgée à risque de dépendance. Cette population doit bénéficier d'actions préventives. L'intervention gérontologique, pour être efficace, doit être ciblée, forte et prolongée. Elle doit se faire avant l'événement aigu, médical ou de vie, risquant de déstabiliser les réserves du sujet fragile. Lorsque celui-ci survient néanmoins, il importe de réagir vite avant l'apparition du seuil d'incapacité. Encore de nos jours, le développement récent des travaux de recherche sur la fragilité ne se sont pas traduits en pratique clinique. Alors j'aimerais quand même avoir une lecture critique de ce concept de fragilité gériatrique. On insiste avec l'OMS sur le maintien de l'autonomie. Mais en avant des analyses coûts-bénéfices de la réduction de la fragilité. On cherche à dépister la fragilité, à contrer la perte d'autonomie physique au sein des EHPAD. La prévention de la dépendance, prévenir le risque de déclin fonctionnel, il faut repérer les retraités fragiles, instituer un programme de marche rapide et de renforcement musculaire chez le sujet fragile en EHPAD. On ne peut pas ne pas comprendre qu'ici, en termes de part de marché, on a affaire à un jackpot gériatrique. Et je dirais qu'on a quelque chose comme un coup fourré à la Dr Knock. Je vous rappelle cette pièce de théâtre Dr Knock, ou le triomphe de la médecine, où Knock nous dit « Vous me donnez un canton peuplé de quelques milliers d'individus neutres, indéterminés. Mon rôle, c'est de les déterminer, de les amener à l'existence médicale. Je les mets au lit et je regarde ce qui va pouvoir en sortir. Un tuberculeux, un névropathe, un artérioscléreux, ce qu'on voudra, mais quelqu'un, bon Dieu, quelqu'un. Rien ne m'agace comme cet être ni chair ni poisson que vous appelez un être bien portant. » Alors il y aura après la fameuse répartie « Tout homme bien portant est un malade qui s'ignore ». Eh bien, avec l'invention gériatrique du concept de fragilité, une myriade de personnes qui paraissent en bonne santé relative sont révélées comme risquant de décompenser rapidement vers le groupe des personnes dépendantes. Donc on est face à un processus plutôt qu'un fait.
Et les gériatres ont tenté de définir des grilles de fragilité permettant de prédire un risque d'aggravation de la santé vers la dépendance. Alors on comprend bien l'aspect bienveillant de la chose. On veut prévenir plutôt que guérir, on veut préserver les capacités avant qu'elles ne soient perdues. Mais il y a dès lors une tendance à la prise en charge universelle en fonction de l'âge. Toute personne âgée deviendrait fragile, il deviendrait important de se focaliser sur les personnes classées dans les GIR 5 ou 6, car sans mesure d'accompagnement, elles présenteraient le risque de basculer à brève échéance de l'autonomie vers la dépendance. D'où fleurissent alors des ateliers d'équilibre, des actions de prévention diverses et variées. Mais il y a le risque de considérer les personnes âgées comme une sorte de groupe indistinct, alors qu'encore une fois, à âge identique, les individus sont très différents. Je cite Alain Smag qui commente une étude quantitative sur la fragilité. La plupart des octogénaires sont fragiles, environ 80%, mais pour la moitié de ces derniers, la fragilité restera stable, voire régressera temporairement et ne conduira pas à la dépendance avant le décès. Ainsi, le prix à payer d'une longue vie n'est pas nécessairement celui d'une dépendance prolongée. La survenue du décès et de la dépendance est due de façon écrasante aux accidents de santé et non au vieillissement. Il est parfois utile de le rappeler aux décideurs. Alors, je suis assez étonné devant cette manière de décrire la fragilité en disant que pour la moitié des personnes fragiles, la fragilité restera stable, voire régressera temporairement. Je ne comprends pas ce que ça veut dire, une fragilité qui reste stable ou qui régresse temporairement. Ça veut dire qu'en fait, ce sont des personnes qui ne tombent pas dans cette situation de prédiction qui est qu'ils doivent à un moment passer dans un accident. Et donc, je reste plutôt dubitatif devant ce pseudo-concept gériatrique de fragilité qui permet de dire qu'une fragilité reste stable, voire régresse, et ne se révèle jamais avant la mort. Et puis quand on en vient à dire qu'il y a de la fragilité chez des patients plus jeunes, ça ressemble un peu à une qualité occulte. Je termine avec un petit élément supplémentaire pour montrer l'usage parfois bien anarchique des mots. Je cite le livre blanc de la santé connectée. Le livre blanc de la santé connectée qui est publié en 2015 par l'Ordre des médecins. Et il est indiqué: la télémédecine a pour objectif d'améliorer l'accessibilité à l'offre de soins, notamment dans les territoires fragiles. Alors là, on ne parle même plus de gens fragiles, on parle de territoires fragiles. Alors, je ne comprends pas très bien comment un objet inerte comme un territoire pourrait être fragile, sauf à imaginer qu'il s'effondre sur lui-même. Il y a là, évidemment, en littérature, on parle d'une métonymie, une forme de la langue où l'on associe la partie au tout, où l'on fait, en l'occurrence, le lien entre les habitants et un lieu. Donc il s'agit de territoires où le vieillissement de la population est dit important et où les habitants seraient davantage fragiles que sur d'autres territoires. Mais on est quand même spectateur ici d'un usage anarchique du terme de fragilité. Je l'ai dit, vulnérabilité, fragilité sont des termes qui peuvent être ambivalents selon le domaine où on les emploie, et on pourrait s'interroger du droit, de l'aspect juridique. Qu'en est-il en termes juridiques ? Eh bien, on observera que ni le terme vulnérable, ni celui de fragile ne sont définis en droit français. On comprend en lisant les textes juridiques que la fragilité est pensée comme symptôme d'une vulnérabilité et rejoint la question juridique centrale en droit français du consentement. Donc on ne définira pas en droit la personne vulnérable ou fragile, mais on définit la personne protégée. Alors ça oui, dans les textes juridiques, on parle de la personne protégée. Et il est dit dans le Code civil, article 425, qu'est-ce que c'est qu'une personne protégée ? C'est toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles, de nature à empêcher l'expression de sa volonté. Alors le diable est dans les détails, comme on sait, et Dieu aussi,
puisque Dieu n'est pas que chirurgien. Ici, où se trouve le détail? Eh bien, c'est un médecin qui va constater l'altération qui définira la personne protégée. Il est dit dans le texte qu'une personne protégée, c'est une personne, toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération médicalement constatée. Donc c'est bien le médecin qui va constater l'altération, qui va définir la personne protégée, et de proche en proche, c'est le médecin qui définit ce que c'est qu'être fragile ou vulnérable. Donc le droit ne se permet pas d'en donner une définition, mais délègue finalement au médecin de donner sa définition du fragile ou du vulnérable. C'est la capacité à exprimer sa volonté qui est centrale en droit français. Donc, le code pénal évoquera la personne vulnérable, toujours sans la définir, en vue de la protéger. Et du coup, il pourra y avoir circonstances aggravantes pour une infraction commise contre une personne, article 222 du Code pénal, infraction commise contre une personne dont la particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse est apparente ou connue de son auteur. Donc on donne des éléments pour qualifier un petit peu la vulnérabilité, mais le terme de vulnérabilité n'a pas de définition en tant que tel. On est également dans la défense sociale, en particulier face à la consommation, puisque dans l'article 122 du Code de la consommation, on parle de l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de situation de faiblesse, soit d'un mineur, soit d'une personne particulièrement vulnérable. Donc on voit apparaître indirectement les termes de fragilité ou de vulnérabilité, même s'ils ne sont pas définis tels quels. Donc plus que technique, l'usage des termes de fragilité et de vulnérabilité relève aujourd'hui bien souvent d'une politique. Mais ce sont les ministres qui parleront d'une politique en faveur des personnes dites vulnérables. Et ensuite, l'extension de la vulnérabilité est à définir. En tout cas, la personne vulnérable, nous l'avons dit dès l'entrée, est dans une situation où elle est davantage que les autres susceptible d'être blessée. Mais pour certaines d'entre elles, une blessure a déjà bien eu lieu. La personne en situation de handicap, par exemple, peut être définie comme vulnérable, et nous voyons bien qu'une atteinte au corps ou à l'esprit a déjà eu lieu. Une blessure a été infligée, mais à cette blessure fondatrice, entre guillemets, peut se surajouter une blessure morale infligée par les autres hommes, et c'est cette seconde blessure que la société peut chercher à prévenir. Donc je vais continuer dans une troisième partie avec cette figure privilégiée de la vulnérabilité que sera celle du handicap. Donc troisième partie, vulnérabilité de la personne en situation de handicap. Avec la personne en situation de handicap, on l'a dit, une blessure physique a déjà eu lieu. Mais cette vulnérabilité de l'homme qui accède à la vie en commun, en utilisant un fauteuil roulant, une canne blanche ou une langue signée, est relativisée selon la société où elle intervient. Les philosophes de l'histoire se sont finalement assez peu intéressés au handicap. Pourquoi ? Parce qu'ils n'y trouvaient pas un concept robuste qui serait capable de lier ce que socialement nous lions aujourd'hui à travers ce terme de handicap. Par exemple, le fou et le paralytique n'avaient rien à voir. XVIe siècle, XVIIe siècle, on ne voyait pas quel lien on pouvait faire entre un fou et un paralytique. Donc le concept de handicap est un concept qui est apparu au XXe siècle. Et c'est un concept relatif, relationnel. Par rapport à une même déficience physique, le handicap augmente ou diminue selon la manière dont il est socialement entouré. C'est vrai pour des dispositifs physiques, des rampes d'accès, alors pas uniquement pour le handicap moteur, mais le handicap visuel, la taille d'écriture des informations à la mairie, la sonorisation, l'affichage,
mais aussi et beaucoup dans l'attitude des hommes qui sont amenés à côtoyer les personnes en situation de handicap, ne serait-ce qu'épisodiquement. Et j'insiste, j'ai un nouveau livre sur le feu, sur l'idée d'accessibilité relationnelle, parce que quand on est focalisé sur l'accessibilité architecturale, le fait que les personnes puissent facilement entrer dans les bâtiments, on risque assez vite de se trouver devant des situations inattendues. Un ascenseur qui ne fonctionne pas, un bras articulé dans une piscine qui ne fonctionne pas. Et d'un seul coup, la personne handicapée se trouve rejetée et l'on prétextera que la technique ne suit pas. Pour que ça ne soit pas le lot régulier des personnes en situation de handicap, il faut une accessibilité relationnelle, c'est-à-dire que les individus eux-mêmes trouvent des solutions humaines quand la situation technologique ne fonctionne pas. J'ai insisté dans un autre livre sur le concept d'empathie égocentrée. L'empathie égocentrée qui fait que on est concentré, on a une empathie par rapport à la personne handicapée, on se met à sa place par empathie, mais on le fait en partant de notre propre situation de personne dite valide. Et du coup, on est dans une situation d'empathie égocentrée, on passe à côté de la spécificité de la personne, on envisage immanquablement la personne handicapée comme malheureuse, parce que s'il lui manque 2 bras, on se dit ce serait horrible s'il me manquait 2 bras. On est dans cette manière de se mettre à la place de la personne et de vivre comme une souffrance ce qui nous arrive, sans envisager que d'une part la personne peut être née amputée des 2 membres supérieurs et donc ne pas avoir vécu sa vie comme un manque, mais simplement avoir eu une autre allure dans l'existence, comme dirait Canguilhem. Ou bien, en tout cas, elle peut avoir accepté cette nouvelle situation, comme on le voit avec un Philippe Croison, qui est une personne amputée des 4 membres et qui a multiplié les exploits sportifs en rejoignant les différents continents à la nage, en étant correctement appareillé, et puis en terminant le Paris-Dakar il y a, je crois, 3 ou 4 ans. Par rapport à ce concept d'empathie égocentrée, on m'a parfois demandé la différence avec le concept anglo-saxon de disability paradox, qui est en réalité un cas particulier de l'empathie égocentrée parce qu'il se manifeste dans la différence de jugement dans le temps d'une même personne. C'est-à-dire le disability paradox, le paradoxe du handicap, c'est le fait que quand vous n'êtes pas handicapé, vous vous dites « je ne supporterai pas de vivre dans cette situation, privé de 2 jambes ou de 2 bras ». Et puis, si un accident a lieu et que vous êtes effectivement dans cette situation, eh bien, on se rend compte que la personne accepte cette nouvelle vie. Donc, paradoxe, parce que ce que l'on disait ne pas trouver acceptable comme vie, le devient finalement. D'où la méfiance qu'on peut avoir avec les directives anticipées, qui sont typiquement des choses que l'on écrit avant qu'il nous arrive les événements en question. Alors que l'empathie égocentrée donc, ne parle pas de l'individu qui devient handicapé lui-même, mais parle du valide, du dit valide, et dans son regard par rapport à la personne handicapée. J'aimerais maintenant passer à un cas particulier du handicap, qui est le handicap lourd, et que une étudiante de notre école, de l'école éthique de la Salpêtrière, a qualifié de grande vulnérabilité. La grande vulnérabilité, donc il est philosophiquement entendu que l'homme est un être intrinsèquement vulnérable. On a parlé de cette vulnérabilité ontologique. Mais cette vulnérabilité est celle d'une espèce douée de logos. Et les questions liées au logos, liées au langage, au questionnement sur moi-même, sur soi-même,
sont des questionnements qui pourraient déjà sembler un luxe pour les personnes pour lesquelles la vulnérabilité est massive, permanente, touche tant l'esprit que le corps, et dont les perspectives d'évolution ne peuvent qu'être mauvaises à plus ou moins long terme. C'est donc ce que certains appellent la grande dépendance à autrui, et que Sylvie Pendelet a qualifié de grande vulnérabilité. Sylvie Pendelet, qui est psychologue clinicienne, directrice d'une MAS, maison d'accueil spécialisée, et a développé ce concept dans un livre dense intitulé « La grande vulnérabilité, fin de vie, personnes âgées, handicap, esquisse d'une éthique de l'accompagnement ». La grande vulnérabilité chez Célie Arslan. Et j'aime bien citer Sylvie Pendelet pour de nombreuses références, et vous allez voir un petit peu plus loin de quoi il s'agit. Donc de nombreuses situations de vulnérabilité existent, tant dans le cadre social que lié au handicap physique, mais ici c'est l'impossibilité de se reconnaître qui confère à la vulnérabilité humaine son caractère extrême, l'impossible réflexivité. Il y a le plus souvent chez ce type de résidents l'impossibilité d'avoir une appréhension consciente et réfléchie de leur situation de vie présente, absence de réflexivité et de lucidité, ou parfois des absences transitoires, ce qui est le cas avec la maladie d'Alzheimer. Mais en tout cas, ces absences vont créer un risque vital. Je cite Sylvie Pendelet, « La personne en situation de coma, le vieillard dément plongé dans un état de stupeur ou agité de pensées obsédantes et délirantes, l'adulte psychotique déficitaire absorbé par l'immuabilité de ses stéréotypies gestuelles, oublie d'avoir soif ou ne savent plus la nécessité de s'alimenter. » Donc la personne en grande vulnérabilité est aussi démunie qu'un nourrisson, et parfois davantage encore, parce que le nourrisson a le réflexe de hurler quand il a faim ou soif, ce qui n'est plus le cas avec certaines des personnes évoquées. La personne en grande vulnérabilité joue sa survie au quotidien en toute inconscience. Ayant perdu la sensation et l'idée même de la soif, elle se distingue clairement d'une personne qui serait non autonome fonctionnellement et qui pourrait réaliser seule le fait de se servir à boire. À ce risque vital que l'on évoque en premier, s'ajoute un risque qu'on pourra dire pour l'heure ontologique à nouveau, un risque ontologique supplémentaire. Ce qui est en effet en jeu ici n'est plus le simple assouvissement des besoins primaires, mais le risque que ces personnes en grande dépendance perdent un statut qui les fait encore appartenir à notre monde commun. Ces personnes peuvent ainsi subir différents niveaux de disqualification, celui d'une déshumanisation, c'est-à-dire on considère qu'ils ne font plus partie du genre humain, une dépersonnalisation, ce ne serait plus des personnes, ou une désubjectivation, ce ne serait plus des sujets à part entière. Donc menace par rapport à leur appartenance à l'humanité. Et à cela s'ajoute que ces personnes ne sont souvent pas de taille à combattre les regards chosificateurs dont elles sont l'objet permanent. Ce que l'on juge scientifiquement de ces personnes réduites à des listes de dysfonctionnements prend la forme de grilles, les grilles AGIR par exemple, la grille nationale AGIR, qui est l'acronyme pour Autonomie, Gérontologie, Groupe ISO-Ressources. Et ces grilles permettent d'évaluer le degré de perte d'autonomie des demandeurs. Donc on aura par exemple le GIR2 qui regroupera les catégories majeures de personnes âgées qui sont confinées au lit ou au fauteuil, dont les fonctions mentales ne sont pas totalement altérées et qui nécessitent une prise en charge pour la plupart des activités de la vie courante. Le problème, c'est que la réduction de ce que l'on juge scientifiquement de ces personnes, réduction à des listes de dysfonctionnement, contribue à les enfermer, à les canaliser d'une manière appauvrissante. Et ça va canaliser le regard des professionnels. Bernard Ennuyé, dans son ouvrage sur les malentendus de la dépendance, insiste sur le fait que, appliqué aux sciences humaines et dans le champ du politique et du social,
on a un impérialisme scientifique avec ces programmes classificatoires et catégoriels de population qui sont repérés par type de handicap, par type de dépendance ou de perte de capacité. Et l'on oublie donc un certain nombre de réalités qui sont celles de l'homme vulnérable. Donc le véritable travail d'accompagnement doit consister à aller à rebours de cette tendance à l'objectivation appauvrissante et empêcher ce processus de déshumanisation. Aller donc à la rencontre de l'autre. Ces personnes peuvent adopter des comportements qui sont très régressifs et particulièrement éprouvants, des bruits, des silences, des odeurs, des visions insoutenables, des cris, des contacts corporels qui peuvent agresser ou saturer la perception des accompagnants. Je cite Sylvie Pandelet, « Déguisée, maquillée, grimée sous son masque de monstruosité, la grande vulnérabilité flirte avec l'insupportable et l'absurde, tant dans ce qu'elle donne à voir qu'à entendre. » Alors dans ce passage de Sylvie, je ne pouvais pas m'empêcher de penser à ce masque de carnaval, à ce polichinelle à l'aspect terrifiant dont Claude Simon parlait dans ce texte que j'ai évoqué au début, en évoquant le visage ravagé par le cancer de la mère du narrateur. Le soignant se trouve donc devant des situations qui peuvent être parfois dites insensées. Il peut essayer de les fuir, les esquiver, ou bien s'enfermer dans une obstination avec le risque de burn-out. Mais il va falloir trouver autre chose, apprendre à regarder autrement, y compris quand ce qui se donne à voir envahit tout le champ visuel. Savoir, penser ce que peut être le monde vécu d'une personne qui semble totalement restreinte dans ses perceptions. Sylvie Pandelet, elle nous parle de Christophe, 22 ans, en position recroquevillée à même le sol. Oligophrène profond, le monde de Christophe est peuplé de fourmis, de cailloux, d'herbes, et pour les jours heureux, de promenades et de marguerites. Tous les efforts donc de l'accompagnement, de l'accompagnant, y compris dans les actes classiques du soin, doivent converger vers cette finalité de réinscrire et maintenir la personne comme habitante du monde. L'éthique se fait donc ethos au sens de l'habiter. Mais on ne cachera pas qu'il y a une tension qui existe. D'un côté, il y aurait un chemin de singularisation maximale. Le résident serait écouté jusque dans ses demandes les plus étonnantes, alors, qui témoigneront du respect de son univers propre. Alors, je donne une vignette clinique à nouveau. Charles, qui est un homme de 44 ans, n'ayant pas de représentation unifiée de son corps, s'est adonné depuis toujours à un rituel précis. Il doit, retirer ses excréments, les examiner et les déposer soigneusement au sol. Ce sont des petites parties de lui. Mais avec sa pathologie dégénérative musculaire, il risque maintenant de s'effondrer. Les accompagnants viennent donc à installer pour lui une fixation au plafond de la salle d'eau pour que, fixé avec un harnais de type parachutiste, il puisse maintenir cette pratique. Donc, vous voyez une attention à la singularité de l'individu qui est très, très forte. Et puis, d'un autre côté, la grande vulnérabilité n'est pas une autre culture, n'est pas un autre système de normes et de valeurs, mais un monde qui est en péril permanent d'effondrement ou d'indifférenciation. Et un accompagnement de qualité et respectueux de la personne sera un accompagnant qui s'emploiera à réinscrire la personne en grande vulnérabilité dans notre humanité commune, ce qui implique aussi de la soumettre aux obligations et normes qui fondent l'ossature de la vie sociale. Rester en vigilance éthique, être attentif à ces individus. Le propre de l'accompagnateur est donc d'être un veilleur, un guetteur et un interprète de signes, interpréter les signes. L'accompagnant doit apprendre à interpréter le rictus, l'ébauche de gestes ou le comportement atypique qui manifeste indirectement un besoin urgent. L'accompagnant devient alors, je l'ai dit, un guetteur de signes, un interprète raffiné. Évoquons le cas d'une jeune adulte autiste déficitaire, incapable de communiquer,
mais qui éclate de rire à chaque fois qu'elle ressent le besoin d'uriner. Les soignants qui la connaissent peuvent donc l'aider en conséquence. On comprend qu'avec ce genre d'exigence d'interprétation, la patiente croissance dans la connaissance du résident devient nécessaire, mais qu'inversement, le turnover des personnels est un vrai problème dans ces établissements. Veiller sur les besoins primaires, certes, mais aussi veiller sur les indices ténus qui peuvent maintenir l'inscription de la personne en grande vulnérabilité dans le monde des hommes. On se rappelle avec Ricoeur cette importance de veiller à entretenir le pouvoir se raconter. On a ça dans le parcours de la reconnaissance de Ricoeur, insistant sur maintenir chez l'individu le pouvoir se raconter. Et ce pouvoir se raconter devra contrebalancer l'effacement identitaire par le rassemblement de tous les éléments biographiques que le sujet ne peut plus transmettre lui-même, donc faciliter l'affichage et la reconnaissance de sa filiation humaine. Par exemple, mettre dans sa chambre des photos de famille, des objets importants, des dates importantes à fêter, symboles de ses attaches antérieures ou actuelles. Avec Jean-Michel, par exemple, à son arrivée à la maison d'accueil spécialisée, Jean-Michel, adulte psychotique et déficitaire, sans langage et non autonome, a été installé dans une chambre spacieuse, confortable, bien équipée mais impersonnelle. Très rapidement, Jean-Michel a entrepris d'y retrouver ses repères, son espace intime et familier. Régulièrement les nuits, alors vous allez dire que je suis dans la scatophilie, parce que régulièrement les nuits, il tapissait entièrement les murs de sa jolie chambre de Seyssel. Cela a duré plusieurs mois. Le temps nécessaire à l'équipe de professionnels pour analyser et comprendre la situation, enquêter auprès de ses proches pour mieux cerner ses goûts et ses habitudes, et enfin passer à l'action et décorer sa chambre d'une tapisserie murale reproduisant la bande dessinée de Tintin qu'il affectionnait tant. Du jour au lendemain, Jean-Michel a arrêté son activité nocturne. De temps en temps encore, il lui arrive de se figer devant les personnages de Tintin, Milou et autres professeurs Tournesol et de sauter de joie pendant quelques minutes. Être attentif à la biographie d'un résident, si ténue soit-elle, peut donc amener à ce qu'il se sente mieux dans l'établissement. L'accompagnant visera à rendre l'étrange familier, à mettre du logos où il n'y en avait plus, à historiciser l'univers de la personne, pour elle, pour ses proches, et pour les professionnels qui l'entoureront mieux ainsi. Si la grande vulnérabilité représente ce que nous imaginons malgré tout comme ce qui ne nous atteindra pas, une autre vulnérabilité semble universelle, c'est celle de l'avancée en âge. Donc je passerai à cette cinquième et dernière partie sur la vulnérabilité de la personne avançant en âge. Et je partirai de cette injonction au bien vieillir et à l'autonomie. C'est vrai que depuis quelques décennies, nous avons inventé l'idée qu'il fallait réussir sa vieillesse. Que le vocabulaire de la performance est venu envahir un champ de la vie humaine qui jusque-là était préservé. Comme l'écrit Corinne Péluchon dans un article de 2010 dans la revue Esprit, les individus se sentent obligés d'être eux-mêmes, de n'être qu'eux, et en même temps leurs objectifs cautionnent une vision stéréotypée du bonheur qui reprend les clichés véhiculés par le marché et la course à la compétitivité. Ces injonctions contradictoires sont présentes de manière plus dramatique encore chez les personnes âgées, alors que le fait d'avoir une longue vie derrière soi devrait conduire à relativiser la pression sociale et même toute image de la réussite, du succès et de la gloire au profit de la jouissance du présent. Demander aux vieux de réussir leur vieillissement, c'est remettre un coup de pression dans une vie qui pouvait s'apaiser un peu. Par là, on signifie que le vieux est devenu un anti-modèle. Notre société valorise à l'extrême les vertus de l'action, de la production matérielle, et dès lors, elle ne saurait penser une place pour ceux qui ne rentrent pas ou plus dans cette grille de valorisation. Dès lors, notre représentation de la vieillesse sera le plus souvent négative. Nous lierons l'existence de la personne qui ne peut plus faire certaines choses en termes de pertes, plutôt qu'en sachant y voir aussi des gains.
Nous ne voudrons d'ailleurs pas trop parler des personnes âgées parce qu'elles nous découvrent une inquiétante et douloureuse prise de conscience sur l'humain, sa fragilité fondamentale, sa dépendance fondamentale. Et cette découverte, nous voulons l'enfouir au plus vite pour continuer à nous rassurer dans un narcissisme de la toute-maîtrise. La réduction des représentations de la vieillesse à la maladie et au handicap évolutif, constitue un ensemble de stéréotypes péjoratifs qui amènent à une stratégie de défense totalement opposée et qui consiste à dire que bien vieillir reviendrait à ne jamais être vieux, à ne pas faire son âge, à être encore capable d'eux alors qu'on a 85 ans. On le sait, ce jeunisme est devenu normatif. Les Grecs bannissaient en rejetant hors les murs de la cité, faisant perdre aux exclus identité et mémoire collective des hauts faits. Les postmodernes bannissent en rejetant les vieux entre des murs où ils n'auront plus l'entière responsabilité de leurs actes. Norbert Elias, dans une conférence de 1982, repère fort bien tout cela. Le seul fait de vieillir entraîne en général un dépérissement continu de ses liens en dehors du cercle familial le plus étroit. Si l'on accepte le cas des vieux couples mariés, l'admission dans une maison de retraite signifie en général non seulement la rupture définitive des liens affectifs anciens, mais aussi la cohabitation avec des êtres qui ne sont liés à l'individu par aucune relation affective positive. Quand bien même les soins physiques prodigués par les médecins et le personnel soignant seraient excellents, ils ne peuvent empêcher le fait que couper des personnes âgées de la vie normale et les rassembler avec des inconnus signifie les condamner à la solitude. Aussi, nombre de maisons de retraite sont-elles des déserts de solitude. Donc, ce qui est repéré par Norbert Elias en 82 comme une violence qui est faite aux vieux, ça n'est pas une violence physique, ça n'est pas une maltraitance comme on en parle parfois dans l'actualité, mais c'est la violence que représente un isolement. Les personnes âgées sont perméables à l'idéologie de notre temps qui voudrait que nous ne devons pas être improductifs, que nous ne devons pas être inutiles, et du coup il faut être un acteur permanent et ne pas donner l'impression de ne servir à rien. Donc réussir son vieillissement signifie que l'on met sur les seules épaules de la personne le poids de sa fin de vie. Et si ce poids ne devait pas avant tout être partagé par tous, pour qu'il y ait la possibilité d'une vieillesse réussie. Le vieux a toujours besoin de risques. Plus la personne avance en âge, plus la source essentielle de l'événement et du changement devient la vie corporelle. On en a parlé avec cette idée de fragilité. Mais la fragilité peut amener à ce que l'on ne veuille plus prendre de risques. La sérénité consistera alors à accepter d'être réduit dans sa vie, à renoncer à la vie plus active que l'on pouvait aimer, et après une chute, l'activité devient menace. Le prix à payer de la sérénité devient une vie plus fade, faite de tout petits déplacements. Mais à trop vouloir se plier aux impératifs de la sécurité, on peut bien vite faire perdre tout goût à la vie. Une maison, par exemple, qui ressemble à un hôpital ne sera pas agréable à vivre. C'est pourquoi certains assument résolument le risque pour garder le goût des choses. Jean-Pierre Lavoie, gérontologue québécois, nous dit ainsi « Les besoins fonctionnels et de protection des parents âgés induisent parfois des pratiques de soins qui entrent en contradiction avec les besoins de protection de l'image de soi et de maintien du lien familial et social. Entre la fonctionnalité, la sécurité et l'identité du parent âgé, c'est souvent la dernière qui aura préséance. Face aux questions précédentes que se posaient deux familles, elles ont laissé leur père âgé bricoler et leur mère à domicile. Évidemment, les deux familles vivent dans l'inquiétude et l'incertitude de leur choix. Alors, les deux familles en question vivent dans l'inquiétude et dans l'incertitude de leur choix parce qu'elles expérimentent le risque, le fait que, lorsqu'on veut continuer à vivre dans son domicile, il y a la possibilité de la chute. En revanche, lorsque Jean-Pierre Lavoie affirme que c'est souvent l'identité du parent âgé qui aura la préséance contre la fonctionnalité et la sécurité, on aimerait en être aussi sûr que lui. Alors peut-être qu'au Québec, c'est ce qui se passe, mais
chez nos contemporains, ce n'est pas toujours le cas, et parfois ce sont les solutions qui rassurent les enfants au prix du bien-être mental de la personne âgée elle-même qui sont choisies. Pour lutter contre le sentiment de relégation, on doit d'une manière ou d'une autre restaurer ce lien social et familial. Quand les personnes âgées sont mises au contact d'enfants, elles se sentent beaucoup mieux. Norbert Elias, toujours dans ses conférences de 82-83, voyait le lien à faire avec l'impression que notre vie a du sens ou n'a pas de sens. Dans la pratique sociale, on voit assez clairement le lien qui existe entre le sentiment que peut avoir une personne du sens de sa vie et la conscience du fait que cette vie a un sens pour d'autres, que les autres ont un sens pour cette vie. À ce niveau, du reste, on comprend habituellement sans trop de difficulté que des expressions comme « une vie qui a du sens » ou comme « appliquée à une vie humaine pleine de sens », dénuée de sens, sont très étroitement liées à la signification de ce qu'un homme est ou fait pour les autres. Travailler à restaurer ces liens est une priorité plus urgente qu'une loi qui pourrait proposer d'assister au suicide. Plutôt que de chercher à mourir dans la dignité, il faudrait permettre aux vieux de vivre jusqu'au bout avec le sentiment de leur dignité. Et je termine toujours avec Norbert Elias. Les mourants ont plus que jamais besoin de sentir qu'ils n'ont pas perdu leur signification pour d'autres êtres humains. Il reste encore à trouver ce que les hommes peuvent faire pour permettre aux autres hommes de mourir plus facilement et paisiblement. L'amitié des survivants, le sentiment des mourants de ne pas être une gêne pénible pour les vivants, voilà qui en fait sans doute partie. J'arrive à ma conclusion. Nous avons vu avec le Protagoras de Platon que la vulnérabilité et ou la fragilité étaient consubstantielles à l'homme. On a parlé de vulnérabilité ontologique, on pourrait également parler de fragilité ontologique. Nous avons vu la fragilité et la vulnérabilité se ressemblent. Ce sont des potentialités structurelles d'être atteint par quelque chose. Dans la vulnérabilité, il s'agit d'un être vivant et de la possibilité permanente d'être atteint par une blessure infligée par quelque chose d'extérieur. La fragilité peut correspondre, on l'a dit, à un être inerte ou vivant dont la possibilité permanente d'être atteint est intérieure, même si l'extérieur peut en fournir l'occasion. On a vu également que ni le terme vulnérable ni celui de fragile ne sont définis en droit français. La fragilité y est pensée comme symptôme d'une vulnérabilité et rejoint la question juridique du consentement. On définira donc la personne protégée, et je l'ai dit, plus que technique, l'usage des termes de fragilité et de vulnérabilité relève de choix politiques, bien souvent. Le terme de fragilité a été aussi préempté par la gériatrie avec les défauts théoriques que nous avons indiqués, c'est-à-dire l'illusion d'une maîtrise scientifique d'un avenir strictement prédictible et médicalisé des personnes âgées. L'acte de soin, d'une manière plus générale, induit un rapport à l'autre inégalitaire. Le clinicien, on s'en souvient, est celui qui vient au lit du malade et pour ce faire, il doit se pencher. À cette dissymétrie de l'homme debout devant l'homme couché s'ajoute la dissymétrie de l'homme qui sait, qui apporte face à cette autralité un savoir et cette autralité qui reçoit. La dissymétrie crée ainsi la vulnérabilité de l'un et la possibilité de la maltraitance, de la violence. Si cette violence peut être physique, elle est surtout psychologique ou institutionnelle. On peut bien vouloir faire porter la faute sur tel ou tel soignant qui ne se comporterait pas éthiquement avec son patient, mais ce comportement peut être le bout d'une chaîne faite de non-reconnaissance, de pression hiérarchique constante et de fatigue accumulée. Aristote nous a appris il y a déjà 2400 ans que l'éthique est toujours adossée à une politique. L'individu ne peut pas grand-chose s'il ne trouve au sein d'une société, s'il ne trouve pas au sein de la société quelque chose qui valorise des comportements de bienveillance et une société qui n'y consacre pas des moyens concrets.
Pour répondre à la dévalorisation ambiante des théories du Caire, Joan Tronto a proposé l'affirmation d'une dimension politique du Caire. Le but était de sortir de la défense d'une morale qui serait féminine, morale de la solitude, pour proposer une approche politique et sociale du Caire, ce qui suppose de prendre au sérieux les activités de service et toutes les institutions qui prennent en charge la grande vulnérabilité d'un patient. Je vous rappelle la définition que Joan Tronto proposait du Caire. Qu'est-ce que c'est que le Caire? C'est une activité générique qui comprend tout ce que nous faisons pour maintenir, perpétuer et réparer notre monde, de sorte que nous puissions y vivre aussi bien que possible. Ce monde comprend nos corps, nous-mêmes et notre environnement, tous éléments que nous cherchons à relier en un réseau complexe en soutien à la vie. Le Caire est ainsi défini comme un ensemble de pratiques emboîtées, certaines étant plus générales, d'autres plus spécifiques. La pratique d'une forme particulière de la chirurgie fait par exemple partie de la pratique de la médecine, qui appartient au domaine de la santé, qui à son niveau le plus général participe elle-même du Caire. Je cite encore Tronto, « Chacun de nous commence sa vie dans un état de complète dépendance et beaucoup d'entre nous feront à nouveau, d'une manière ou d'une autre, l'expérience de la dépendance au cours de leur vie. Et nous ne cessons de prendre soin de nous-mêmes. Le Caire correspond ainsi à la fois à une capacité d'agir et à une passivité. Il implique que l'on soit acteur, mais aussi objet des actes des autres. C'est l'ensemble des activités par lesquelles nous agissons pour organiser notre monde, de sorte que nous puissions y vivre aussi bien que possible. » Tronto montre pourtant comment ceux qui prennent soin des autres et ceux qui sont dépendants du soin sont globalement considérés comme inaptes à une pleine appartenance à la société et comment nous devons cheminer pour changer ce type de regard. Seule une théorie démocratique du Caire peut nous aider à prendre en compte les problèmes sérieux qui sont les nôtres, assumer la différence, accorder à chacun des humains sa dignité et ses droits, prendre en charge les iniquités matérielles réelles et protéger l'environnement, notre planète. C'est ce qui rendra la vie de l'homme possible, et en particulier en sa réalité d'être vulnérable. Voilà, je vous remercie.